Chers amis de l'aide des enseignants, bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous aviez choisi de suivre votre émission. La boussole du migrant, votre émission, votre rendez-vous de vendredi qui est chaque fois rediffusé le samedi à 10 heures, comme nous allons suivre avec notre spot. Nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, pardon, à nous suivre à partir de Brazzaville, à partir de Kinshasa, à travers le monde, à partir du Sénégal, du Côte d'Ivoire, du Maroc et partout à travers l'Europe. Tous ceux qui veulent venir aux États-Unis, tous ceux qui sont déjà aux États-Unis, mais qui n'ont pas de papiers. Alors, à chaque jour, comme je le disais tantôt, l'administration Trump fait tomber des bombes. Aujourd'hui, une autre bombe vient de tomber et nous allons laisser la primaire à celui qui a la qualification, celui qui a l'autorisation de parler au nom de l'immigration aux États-Unis, qui n'est rien d'autre que notre invité, Maître Guy Titia, que nous allons saluer. Maître, bonjour. Bonsoir, Papa Jules. Merci de me recevoir dans votre bureau. Merci, Maître. Nous sommes contents de vous recevoir encore aujourd'hui dans notre émission La boussole de migrants. Il y a beaucoup de choses et chaque jour et chaque semaine au moins, il y a une bombe, une règle qui tombe, une rectification de loi ou de la règle d'amendement et consort sur l'immigration. Mais avant qu'on puisse continuer, suivons un peu ces spots et on se retrouve. Chaîne L'œil des enseignants et la rediffusion le samedi à 10 h de Dallas. Courage à tous. Salut les frères, pour de bons conseils, suivez l'émission La boussole du migrant. C'est chaque vendredi en direct sur la chaîne L'œil des enseignants et la rediffusion le samedi à 10 h de Dallas. Courage à tous. Salut les frères, pour de bons conseils. Un seul rendez-vous pour vous, chers amis de l'aide des enseignants, c'est La boussole du migrant, votre émission, l'émission qui vient soulager tant soit peu vos tensions, qui vient soulager tant soit peu vos rêves, qui vient vous donner au moins une idée de ce qui est fait ou ce qui se passe aux États-Unis, une idée sur l'assurance que vous pouvez ou vous pouvez demander ou ne pas demander de visa pour venir aux États-Unis. Et si vous êtes aux États-Unis, qu'est-ce que vous devez faire alors que vous n'avez pas encore un statut spécial ou un statut qui vous reconnaît comme résident aux États-Unis? C'est cette émission-là que nous avions choisie et que nous souhaitons chaque fois que vous puissiez partager avec vos amis qui vous donnent des assurances et qui vous guident. Voilà pourquoi nous l'appelons boussole du migrant. Si vous êtes perdu pour avoir rempli mal le formulaire, si vous êtes perdu pour avoir arrivé aux États-Unis par des voies malhonnêtes, si vous êtes perdu parce que vous aviez mal écrit le formulaire, la boussole du migrant va vous donner des réponses correctes. Maître, nous allons d'abord commencer par ce qui vient de tomber avant qu'on puisse parler d'autres choses. Il paraîtrait que, parce que je parle, il paraîtrait, parce que je n'ai pas ces 4 qualités, mais on vient de me poser cette question. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui avec les femmes qui viennent accoucher aux États-Unis? Bon, ce qui se passe, vous savez, il n'y a pas longtemps, la Cour suprême a rejeté la demande que M. Trump et son administration avaient introduite à propos de la règle du sol où toute personne née aux États-Unis avait le droit à la nationalité. Alors, Trump revient. Il est vraiment contre la loi du sol, comme on l'appelle, la loi qui dit que toute personne, tout enfant né aux États-Unis, quel que soit le statut de ses parents, est américain. Alors, il a trouvé un autre moyen. Il a signé hier, je crois, une ordonnance comme quoi l'administration va se battre contre les femmes qui viennent, qui demandent un visa touriste, mais qui arrivent aux États-Unis et qui mettent au monde, et auparavant ou jusqu'à présent, même lorsque vous aviez un visa touriste et que vous donnez naissance à un enfant aux États-Unis, la loi du sol va jouer et cet enfant est automatiquement américain. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils vont contre ce tourisme de naissance ou pour naissance. Alors, ils vont
je suppose que, parce qu'ils n'ont pas donné beaucoup de détails comment est-ce qu'ils vont appliquer cette interdiction. Mais j'imagine que ça sera certainement lorsque une femme demande un visa tourisme, on va certainement lui demander de présenter aussi un document médical, un document médical qui atteste, qui confirme que la personne n'est pas enceinte. Un document médical confirmant que la personne n'est pas enceinte, maître, vous ne voyez pas que qu'est-ce que vraiment l'administration Trump cherche concrètement pour nous, les immigrés? Mais comme je le répète depuis plusieurs semaines, ils sont contre l'immigration. Ils ne veulent pas des immigrants aux États-Unis. Ils se sont battus contre les immigrants illégaux, ceux qui passaient par les frontières, qui n'avaient pas de visa. Et là, maintenant, ils se battent contre ceux qui sont légaux aux États-Unis. Ils ne sont pas illégaux. Hein? Ils sont légaux et ils peuvent, en principe, bénéficier de tous les droits. Non, ils veulent renvoyer. C'est pour ça qu'ils sont contre la réunification familiale. Ils veulent dissuader les gens à venir aux États-Unis. Ils s'attaquent aux étudiants et tous les jours. Ils ont un staff qui se réunit tous les jours et se pose la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour renvoyer tous les immigrants? Ils rêvaient même, je ne sais pas si les gens peuvent se rappeler, ils rêvaient de caravanes de déportation en masse. Déportation en masse où vous avez des milliers de gens qu'on met dans des avions et qu'on déporte. Ils veulent voir ça. Ils veulent voir ça. Dieu merci, il y a des organisations qui se battent et que les cours fédéraux sont plus ou moins neutres et qu'ils appliquent la loi. Parce que toutes les actions que M. Trump prend, ce sont des actions illégales. Malheureusement, la procédure de combattre ces actions dans les tribunaux, ça prend du temps. Et en attendant, une fois qu'il prend comme la décision d'avant-hier sur lutter contre les naissances ou les personnes de tourisme, lorsque les gens viennent en tourisme, supposés venir en tourisme et mettre naissance ici, ce sont des actions illégales. Des actions illégales. Mais en attendant qu'on puisse challenge ça dans les tribunaux, ça va prendre effet, puisqu'il est le président. Ça va prendre effet, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et quand nous, on réagit pour chasser, est-ce que nous, dans nos pays, on ne peut pas chasser les Américains chez nous? Papa, je vous posais la question, mais pourquoi vous allez le faire? Mais parce qu'ils veulent prendre et aller chez nous, mais ils ne veulent pas que nous, on puisse venir chez eux. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je me dis, Trump n'est que de passage. Dieu merci, il n'aura pas un deuxième ou un autre mandat à faire. Il n'a qu'un seul, c'est ce mandat-ci. Et d'ailleurs, si je compte bien les années, il a déjà passé 2 ans, hein, encore 2 ans, à survivre. Serrons-nous les bras, les mains, survivons encore 2 ans de Trump. Et puis après, nous espérons tous que les démocrates vont reprendre le pouvoir. Et une fois qu'il y a un démocrate, les choses vont s'améliorer. C'est vrai, il y a certaines décisions qu'il aura déjà prises que même les démocrates ne seront pas reverse, comme on dit, changer. Ça sera difficile, malheureusement. Parce qu'il faut se le dire, les démocrates ne sont pas vraiment libéraux en immigration. Hein. C'est parce que, bon, mais ils sont plus humains que les républicains. Ils sont plus humains. Les exemples de décisions qu'on ne pourra pas changer, c'est les fermetures des frontières. Hein. C'est fini, ces histoires qu'on a vues sous Biden où des centaines de gens, des milliers de gens quittaient la Colombie, Costa Rica et qui passaient par le Mexique et qui envahissaient les États-Unis. Ça, c'est fini. On ne reverra plus ça. Même si le nouveau président est démocrate, je peux vous rassurer qu'on ne reverra plus ça. Mais tout ce que Trump prend comme action contre l'immigration légale, je crois que le prochain président, s'il est démocrate, va changer. Oui, maître, nous posons toujours ces questions parce qu'on a peur. Chaque jour, on ne dort plus
il faut suivre l'immigration. Nous passons encore à un autre point. Ça, c'était pour ceux qui sont au pays. Et maintenant, nous rentrons encore aux États-Unis ici pour ceux qui vivent ici, mais qui sont des illégaux, qui sont des réfugiés, qui ont des dossiers au niveau de l'immigration. On nous dit que l'immigration peut rejeter un dossier sans envoyer de demande de preuve. Qu'est-ce que vous connaissez à cette matière, maître? Vous pouvez quand même nous éclairer à propos, parce qu'on nous dit que c'est sorti il y a cela des jours. Encore une autre mesure contre l'immigration légale. Parce que souvent lorsque nous introduisons ou bien nous soumettons des applications, des demandes de bénéfices, comme on dit, hein, de demandes de bénéfices auprès des services d'immigration, lorsque vous faites une demande. Excusez, maître, je voudrais juste rappeler, parce que la dernière émission, vous nous aviez dit, si vous aviez mal rempli un formulaire et que vous voulez amener des preuves, on pouvait faire juste écrire à l'immigration et envoyer ces preuves. Qu'est-ce qu'il en est au juste pour cette formulation des preuves qu'on devrait envoyer? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Oui, justement, ça rejoint un peu ce que j'allais développer. Qu'est-ce qui se passe? Auparavant, lorsque vous faites une demande, vous remplissez un formulaire, il y a plusieurs formulaires différents là, un formulaire et qu'il manque certaines évidences, vous allez recevoir une lettre des services d'immigration et qu'on appelle RFI, c'est-à-dire Request for Further Evidence, où ils vous disent que voilà, dans votre dossier, il vous manque ceci, ils vous énumèrent les documents qui manquent et ils vous donnent l'opportunité. Ils vous donnent l'opportunité de compléter et souvent ils donnaient 87 jours, plus ou moins 12 semaines pour que vous soumettiez les preuves qui manquaient. Mais voici ce qui se passe maintenant. Ça, c'est une mesure qui a été prise il y a 2 jours. Il n'y aura plus de RFI. C'est-à-dire que lorsque vous faites une demande et que le dossier est incomplet, ils vont vous rejeter, ils vont deny et ils vont rejeter. Ils vont refuser votre demande. Et les conséquences, c'est quoi? Vous perdez l'argent que vous avez mis. Si vous avez, par exemple, vous faites une demande de green card et qu'il vous manque ou vous avez mal complété le dossier, et non seulement mal complété, il vous manque, par exemple, le rapport médical, parce qu'il faut toujours, lorsqu'on fait une demande de green card, il faut associer un rapport médical, remplir le formulaire I-693, mais vous l'oubliez. Bon, qu'est-ce qui se passe? On vous renvoie, on vous rejette, hein, on rejette votre demande et on vous bouffe votre argent. Vous avez toujours la possibilité de reprendre, mais vous aurez perdu 1440 $. Avant, ils ne le faisaient pas, ils acceptaient votre dossier et ils vous écrivaient. Ils vous envoyaient ce qu'on appelle RFI pour dire non, voilà, il vous manque tel document. Et non seulement, si par exemple, après avoir reçu RFI, vous soumettiez des preuves qui ne suffisent pas, avant de deny, avant de refuser votre demande, il pouvait encore vous envoyer une autre lettre dans laquelle vous disiez nous avons l'intention de refuser votre dossier puisque vous ne l'avez pas complété. Donc, il vous donnait 2 opportunités de compléter votre dossier. Maintenant, ils ne le font plus. Ils ont décidé de ne plus le faire. Alors, vous avez intérêt, là je m'adresse à notre audience, vous avez intérêt à bien compléter la première fois. Donc, parce que les 2 opportunités qu'on donnait auparavant, ils ne veulent plus le donner. Et tout ça, vous comprenez l'idée qu'il y a derrière. Hein? C'est décourager les gens. Ils veulent que les gens soient découragés des États-Unis. Ils veulent que vous quittiez les États-Unis. Mes frères, ne le faites pas. Trump va passer, je vous garantis qu'il va passer. Et je vous demande de rester. Alors, maître, excusez un peu, parce que nous sommes en train de parler de cette règle-là. Qui sont vraiment visés dans cette règle? Même pour les gens qui font la demande de la citoyenneté, ils seront aussi frappés par cette règle. Cette règle s'applique à tout le monde à tous ceux qui font une demande officielle de bénéfices auprès des services d'immigration. Que ce soit la green card, que ce soit le work permit, c'est le permis de travail, n'importe quelle demande que vous faites.
n'importe quel formulaire que vous remplissez, que vous envoyez au service d'immigration, ce formulaire, cette application doit être très bien rempli et vous devez donner tous les documents la première fois. Il n'y aura pas une seconde fois. Alors, permettez-moi de dire, je vous conseille d'avoir un avocat à vos côtés lorsque vous remplissez ce document. Je ne crois pas que le commun de mortels pourra répondre et compléter ces applications sans l'aide d'un connaisseur. Dieu merci, il y a assez d'avocats dans tous les États-Unis, des avocats spécialisés en immigration. Ils sont là pour vous aider, allez-y. Je déconseille fermement de compléter, de faire des demandes, de dealer avec les services d'immigration sans avoir un avocat à côté. Les choses sont mauvaises. Non seulement, il y a un autre risque peut-être qui n'apparaît peut-être pas au premier abord, mais qui est là. Si vous remplissez mal et que votre demande est rejetée et qu'au moment de la demande, vous étiez dans un statut illégal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous envoyer devant le juge. Je prends un exemple simple. Vous venez de vous marier avec une dame, vous étiez dans un statut, vous étiez déjà illégal, mais vous savez que si vous êtes illégal, que vous épousez un Américain ou une Américaine et que c'est un bon mariage, un vrai mariage, vous remplissez toutes les conditions, vous aurez votre résidence permanente, vous aurez votre green card. Donc vous allez passer d'illégal à légal parce que vous aurez la résidence. Mais lorsque vous faites une demande et que la demande est rejetée, quel est le statut que vous avez? En attendant que vous puissiez réappliquer, d'abord, vous avez déjà perdu pour 1440 $. En attendant que vous puissiez, si vous n'avez pas assez d'argent, réunir les 1440 pour faire une autre demande, vous êtes illégal, eux vont en profiter. C'est pour ça qu'ils le font. Ils vont en profiter pour vous envoyer devant le juge. Une fois que vous recevez ce qu'on appelle un notice to appear, c'est un formulaire 862 qui vous envoie devant le juge, c'est fini. Même si vous faites une demande de green card, vous corrigez votre première application, vous envoyez, c'est déjà trop tard. Parce que le document là, le notice to appear, qu'est-ce qu'il signifie? Ce document qui vous envoie devant le juge signifie que USCIS, c'est-à-dire le service d'immigration normal, se lave les mains. Ils n'ont plus compétence sur vous. Alors, ils vous envoient devant le juge. Seul le juge peut vous accorder la green card. Vous pouvez toujours l'obtenir, mais vous comprenez que ça devient de plus en plus difficile. Hein. Donc, vous avez intérêt à bien remplir la première fois. Lorsque, il n'y a pas de notice d'appui sur vous, il n'y a pas on ne vous envoie pas devant le juge. Remplissez la première fois pour que tout marche bien. Et pour que vous puissiez remplir très bien et qu'il n'y ait pas un refus, trouvez un avocat. Ça, c'est mon conseil. Oui, pas remplir bien la lettre. Si j'ai rempli et qu'il y a je saute quelques questions, par exemple, qui ne me concernent pas, ou j'oublie de mettre ma signature à la fin du dossier, c'est un dossier mal rempli. Mais il n'y a pas de dossier si vous ne remplissez pas, si vous sautez les questions. Il n'y a pas de dossier. Surtout la signature. Une application qui n'est pas signée n'est pas une application. On vous rejette votre application. Vous devez signer. Absolument. Vous devez signer. Et là, ils ont encore pris dernièrement des mesures depuis le début juillet à propos des signatures. La signature doit être à la main. À la main. C'est fini ce genre de signature sur computer. Non, elle doit être à la main. Ça doit être visible que vous avez signé à la main. Vous pouvez signer à la main et puis photocopier un document, oui, ça c'est permis. C'est autorisé. Mais vous ne pouvez plus signer électroniquement. C'est fini. Mais c'est pour dire quoi? On ne sait plus faire des histoires online? Non. Les histoires online, il y a des applications que vous pouvez faire online et ce sont des applications qu'eux-mêmes gèrent. Donc, vous entrez dans leur système, vous allez signer électroniquement. Mais il y a des applications comme par exemple la 485. On ne sait pas, on ne la fait pas pour la plupart des catégories. Il y a certaines exceptions. Mais pour la plupart des catégories, vous devez envoyer, mailer par la poste l'application. Et là, vous devez signer à la main. Hein.
toute façon, ça peut être des photocopies, mais vous devez signer. Il faut qu'on voit l'encre très bien que vous avez signé à la main. Vous avez signé. Oui, de ce côté-là, nous avions compris, maître, et nous demandons à tous nos amis, s'il vous plaît, le tâtonnage doit prendre fin. Et vous qui nous recevez, parce que vous aviez, moi ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, et je suis arrivé ici, quand il n'y avait pas de bis ici, j'ai trouvé cette partie ici, c'était la forêt. Je connais les États-Unis. S'il vous plaît, aidez-nous à voir les avocats. Comme les avocats. Maître, d'abord, il y a une autre question. Vous, les avocats, vous nous appelez de vous voir. Nous, souvent, on fuit, on dit que les avocats sont chers. Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous travaillez avec les clients? Non, écoutez, c'est vrai. Bon, de là à dire qu'ils sont chers, ben, ça dépend comment les avocats travaillent. Il y a des avocats qui, lorsqu'il y a le premier contact, il y a la consultation, il y en a qui font payer la consultation, et ça varie. Ça va bon, de $100 à 200, $250, ça dépend d'avocat. Moi, ça dépend. Mes consultations sont payantes, c'est vrai, mais j'ai aussi des consultations gratuites. Tout dépend du sujet. Lorsque je reçois un coach fit, par exemple, si c'est un sujet qui peut être abordé, liquidé en 10-15 minutes, ça va. Mais lorsque vous voulez une étude, une analyse approfondie de votre dossier, je vous fais payer ma consultation. Là, je mets de côté 1 heure à 1 heure et demie, dans 60 à 90 minutes, à passer avec vous, à analyser votre dossier. Je vais vous faire payer la consultation. Mais si c'est une question qui va me prendre 10 minutes, je le fais gratuitement, souvent. Oui, maître, ça va. Là, vous faites gratuitement ou vous faites... Ben, si moi, j'ai un dossier d'immigration, je suis venu comme un réfugié, je suis venu comme un touriste, maintenant, j'ai introduit un dossier. Vous nous aviez dit autrefois qu'il faut avoir un avocat. Bon, pour des cas comme ça, il faut que l'avocat vous suive durant tout au long du processus parce que ça prend du temps. 5 ans, 4 ans, vous ne serez pas fatigué? Non. J'ai des clients que je suis depuis plusieurs années, hein, parce que la procédure au niveau de l'immigration prend des années aussi. Ça dépend des dossiers, des cas. Mais il y a des dossiers qui prennent des années. Prenons comme exemple, j'ai pas mal de clients qui ont la green card et qui font une réunification familiale. Vous savez que lorsque vous êtes détenteur rien que de la green card, vous pouvez faire venir vos enfants et vos époux ou vos épouses, n'est-ce pas? Vous pouvez pas faire une pétition pour vos frères et sœurs, mais vous pouvez faire une pétition pour votre épouse et vos enfants. Mais malheureusement, ça prend des années. J'ai des clients pour qui nous avons introduit la demande depuis 2023, donc ça fait 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, ils sont mes clients, donc je suis leur dossier. Mais seulement, au départ, c'est comme ça que je travaille, nous signons un contrat, un service agreement, où on définit exactement quel service je veux rendre au client. Et bon, chaque différent service a ses fees ou ses tarifs, si vous voulez. Mais tout c'est par écrit, nous signons. Et si la procédure doit prendre des années, bon, il n'y a rien que nous puissions faire, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend des services d'immigration. Je serai leur avocat jusqu'à ce que cette procédure prenne fin. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes clients qui font venir leur épouse, mais qui ont la green card, qui font faire venir leur épouse. Ça prend des années. Bon, Dieu merci. Pour la plupart, la pétition a déjà été approuvée, la procédure est dans les mains de NVC, c'est-à-dire le National Visa Center, et qui dispatche et qui arrange les interviews avec les différentes ambassades. C'est à ce niveau-là, quoi. Et nous attendons que les dates d'interview puissent être précisées. Et là, nous sommes obligés d'attendre. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du National Visa Center, ça dépend aussi de différentes ambassades. Nous attendons. Merci, maître. Nous avions parlé des femmes enceintes qui viennent aux États-Unis. Nous allons aborder maintenant une autre question.
qui intéresse beaucoup plus les Africains. Eh, comme vous êtes là, envoie-moi l'invitation. Envoie-moi l'invitation, moi-même je vais chercher mon billet, je vais venir là-bas. Alors nous voulons quand même parler de cette histoire des invitations que nos frères en Afrique ont toujours l'habitude de demander. Et parfois quand tu expliques, je n'ai pas le courage ou je ne suis pas qualifié pour vous envoyer l'invitation, oh, vous êtes toujours comme ça, vous ne voulez pas que les autres arrivent là. Alors parlons un peu de cette histoire d'invitation. On parle souvent de la lettre d'invitation. Est-ce que ces documents garantissent réellement l'obtention d'un visa à l'ambassade? Non, Papa Jules. Une simple invitation ne garantit pas l'octroi ou l'obtention d'un visa. Vous devez savoir que obtenir un visa des États-Unis est très difficile. La loi permet et a autorisé au consul qui est dans l'ambassade, qui reçoit les gens pour des demandes de visa, de décider. C'est vrai, vous avez besoin d'une lettre d'invitation, mais la lettre d'invitation ne sert qu'un seul but. La lettre précise pourquoi vous allez aux États-Unis. Si vous recevez une invitation à un mariage, par exemple, donc, lorsque vous allez vous présenter devant l'officier, le consul à l'ambassade lors de votre interview, vous allez lui dire, et vous allez lui présenter l'invitation, comme quoi vous allez lui dire, non, voilà, il va vous demander pourquoi vous allez aux États-Unis, vous lui montrez la lettre d'invitation, vous dites que je vais aux États-Unis parce que je suis invité à un mariage, je suis invité à une cérémonie de graduation, bon, n'importe quelle raison. Donc, la lettre d'invitation justifie le but, la raison de votre visite aux États-Unis. Mais elle ne garantit pas l'octroi ou l'obtention du visa. Ce qui garantit l'obtention, c'est convaincre l'officier que, bon, vous avez déjà prouvé que vous allez aux États-Unis pour, on a donné l'exemple du mariage, mais vous devez convaincre comme quoi vous allez pour le mariage, mais après le mariage, vous allez rentrer chez vous. Si vous devez démontrer les liens, comme en français, comme on dit, les attaches que vous avez avec votre pays, les attaches qui vont vous remettre au pays, une fois que vous avez assisté à votre cérémonie de mariage ou à cérémonie de graduation des études, fin d'études, vous allez rentrer chez vous. C'est ça qui garantit. Si vous ne pouvez pas démontrer que vous allez rentrer chez vous et que vous avez les moyens, évidemment. Mais les moyens, bon, une personne peut vous faire une lettre d'invitation dans laquelle la personne garantit que toutes les dépenses qui vont faites aux États-Unis seront plutôt à sa charge. Les ambassades acceptent cela. Mais c'est surtout démontrer que vous allez rentrer. Qu'est-ce qui fera en sorte que, qu'est-ce qui va convaincre l'officier que vous allez revenir chez vous? Il doit être convaincu. S'il n'est pas convaincu, s'il pense que, ouais, c'est vrai, vous allez aux États-Unis pour une cérémonie de mariage, mais après le mariage, vous allez rester, il ne va pas vous donner le visa. Hein. Il ne va pas vous donner le visa. Même si la lettre d'invitation était très bien écrite, qui était toute jolie, là. Non, il ne va pas vous donner le visa. Il doit être convaincu que vous allez quitter les États-Unis et que vous allez rentrer chez vous. Si vous parvenez à le faire, la lettre d'invitation n'est là que pour signifier que vous allez aux États-Unis pour une certaine raison. Oui, parlons un peu de cette lettre-là. Cette lettre-là, il y a une forme où c'est n'importe qui peut écrire et envoyer à l'immigration. La lettre d'invitation n'a pas de forme précise. C'est une lettre dans laquelle il y a seulement des éléments qui doivent se retrouver dans cette lettre. Lesquels, par exemple? Par exemple, le but de votre voyage. Hein. Si, par exemple, d'abord, qui vous invite, la personne doit pouvoir préciser, je suis tel, tel, tel. C'est vrai, une précision ici, les personnes qui invitent, ou les personnes qui écrivent cette lettre doivent être des personnes qui ont un statut régulier aux États-Unis. C'est-à-dire que soit citoyen, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire que la personne soit citoyenne. La personne peut être seulement, une personne qui n'a que la green card peut inviter. Il faut seulement avoir un statut légal. Une personne qui a, par exemple,
qui n'a pas de statut légal. Parce qu'un demandeur d'asile, ce n'est pas un statut, ça. Vous faites une demande, votre dossier est pending, en revue, tout ça. Donc, vous ne pouvez pas inviter. Disons que si vous faites une lettre d'invitation, elle ne sera pas considérée. Mais par contre, quelqu'un qui est américain, là, il n'y a pas de problème. Qui a la green card, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est déjà bénéficiaire d'asile, qui a de statut d'asile, peut faire une lettre d'invitation. Puisque la personne a un statut légal ici. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut avoir un statut légal. Donc, dans la lettre, le premier élément, la personne doit pouvoir se présenter, doit pouvoir dire, je suis citoyen américain, j'ai la green card, patati patata, donner une adresse, et puis donner la raison. Par exemple, si j'ai la green card, que j'ai un fils ou une fille qui va graduer, je voudrais inviter mon frère à venir assister à la cérémonie de fin d'études de son neveu ou de sa nièce, je vais préciser. Je vais préciser quelle relation j'ai avec la personne que j'invite, et j'invite mon frère, et puis vous précisez pour quelle raison. Ça, si vous voulez, vous pouvez ajouter que, voilà, tous les frais de billet, les frais de séjour seront à ma charge, oui. Mais comme je le disais tout à l'heure, une lettre d'invitation ne garantit pas. Vous allez donner une indication comme quoi la personne n'a pas besoin au niveau du consul à présenter les finances, oui. Ça signifie, parce qu'on pose toujours la question, lorsque vous remplissez une demande de visa, on vous pose la question, bon, écoutez, qui va payer les frais? Vous pouvez dire, non, voilà, la personne qui m'a invité, oui, c'est acceptable. Mais bon, c'est l'ensemble qu'il faut tenir compte lorsque vous faites une demande, parce que à l'interview, l'officier est obligé de considérer tous ces faits et décider si réellement cette personne va rester aux États-Unis. Le fait de ne pas avoir assez de finances et de compter sur une personne, vous comprendrez que ça diminue un peu votre poids, disons, appelons votre pondération. Si par contre vous avez votre propre argent, c'est pourquoi peut-être c'est mieux et que vous avez votre petite fortune, que vous pouvez démontrer que vous avez un compte en banque, que vous avez assez d'argent, c'est plus convaincant hein, lorsqu'on considère toutes les circonstances autour de votre demande. C'est plus convaincant. Mais parce que lorsque vous faites une demande et que vous n'avez pas les moyens, ça ne signifie pas qu'on ne va pas vous donner le visa. Mais vous comprendrez que la pondération diminue, donc vous devez convaincre l'officier sur un autre point. Parce que c'est l'ensemble des points. Ça ne suffit pas qu'il n'y a qu'un seul point qui peut convaincre un officier. Mais il y a plusieurs points différents. Et c'est toujours au cas par cas. Lorsqu'il m'arrive de traiter des dossiers comme ceux-là, lorsque nous les analysons, nous regardons tous les points forts, les points faibles, les points forts, et nous avançons nos pions pour convaincre. L'objectif, c'est de convaincre l'officier de présenter un ensemble, un cas bien précis, pour convaincre l'officier que cette personne qui fait cette demande, qui va aux États-Unis pour, par exemple, assister à une cérémonie de fin d'études ou à une cérémonie de mariage, va rentrer dans son pays. Et une fois que l'officier est convaincu, il va vous donner le visa. Ils accordent des visas. Difficilement, mais ils accordent des visas. Il y a des personnes qui viennent en tourisme ici. Il y a toujours. Oui, maître, mais est-ce qu'il suffit seulement d'avoir une green card ou d'être citizen pour lancer une invitation? C'est tout ce qu'on demande comme condition pour faire inviter quelqu'un. Il n'y a pas autre élément. Parce que si c'est comme ça, nous allons appeler tout le monde, inviter tout le monde. Il n'y a pas d'autres conditions qui accompagnent ce statut-là. Non, papa. Tout le monde peut inviter. C'est libre à vous d'inviter. Oui, mais ça, je pose parce qu'on ne va pas, parce qu'ici, on suit toujours quand même les histoires des taxes return, combien tu gagnes, où tu travailles. Même un chômeur qui n'a pas de travail, bien qu'il soit américain, peut inviter. Non, écoutez, il y a une différence entre inviter et puis faire, je vois où vous allez avec votre question, faire une prise en charge, c'est différent. Une invitation, c'est une simple invitation. Même une personne qui est pauvre peut inviter son grand frère qui est riche, n'est-ce pas? Admettons que je ne suis qu'un commis, je suis pauvre ici, mais j'ai un grand frère qui est riche en Afrique et qu'un de mes enfants va se marier. J'ai le droit d'inviter, faire une lettre d'invitation à mon grand frère.
Dans la lettre, comme j'ai précisé, je vais préciser que je suis américain et que mon grand frère vient, pour quel but? Vient assister au mariage de sa nièce. C'est une invitation. Mais je ne dirai pas que je vais prendre en charge mon grand frère, puisque je n'ai pas les moyens. Donc, une lettre, une simple, il faut qu'on soit clair, une simple lettre d'invitation, on ne vous demande pas les moyens financiers. Par contre, une prise en charge, c'est différent. Une prise en charge, c'est quoi? Ça signifie qu'à part la lettre d'invitation, vous faites un document où vous dites que vous allez prendre en charge la personne qui vient. Là, vous devez démontrer les moyens. Oui, bien sûr, puisque vous déclarez que vous avez les moyens de supporter cette personne pendant son séjour. Vous devez démontrer les moyens. Ça, c'est autre chose, Papa Jules. Donc là, vous devez comprendre que nous parlons de deux choses différentes. Donc, la lettre d'invitation et ce qu'on appelle la prise en charge affidavit of support. Et ils ont facilité. Il y a un formulaire qu'on appelle, qui est le I600, pas I600, I134. C'est pour satisfaire ce genre de scénario où vous faites une invitation pour une demande de visa, tourisme, autre, au niveau des ambassades. Évidemment, lisez ce formulaire, il vous précise très bien que vous devez déclarer vos taxes. Vous devez associer à ce formulaire vos tax returns. Ce sont les tax returns qui prouvent que vous avez des revenus. Oui. Ça, c'est pour la prise en charge que vous devez. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la prise en charge. Hein. C'est mieux de la faire si, par exemple, vous estimez que vous voulez démontrer à l'officier que c'est vous qui allez prendre en charge la personne qui vient en visite. Oui. Mais ça, c'est vous. Si vous faites une invitation dans laquelle vous précisez que vous allez prendre en charge, oui, en ce moment-là, vous avez besoin de document de prise en charge. Vous remplissez le formulaire 134, I-134. En ce moment-là, là, vous avez besoin de vos tax returns. Hein. Vous avez des documents d'impôt. Vous devez démontrer par ces documents que vous avez des revenus. Oui, absolument. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que vous pouvez inviter, comme j'ai donné le cas d'un grand frère qui est millionnaire. Oui, vous avez le droit de l'inviter. Vous n'avez rien, vous l'invitez. Il va payer son billet, il va se supporter lui-même ici. Il va rester à l'hôtel ou tout ça. Mais le but de son voyage, il va préciser à l'officier, il va aux États-Unis parce que son petit frère ou son frère a un enfant et il va y assister à son mariage. Oui, mais là, ce frère qui est millionnaire n'a pas besoin d'une prise en charge parce qu'il a les moyens. Il va présenter ses revenus là-bas. Hein. J'espère que les gens ont compris la différence entre la lettre d'invitation et la lettre ou le document de prise en charge. Hein. Oui, maître. Nous allons encore une autre question. Toujours dans la prise en charge. Oui. Est-ce que quelqu'un qui a la nationalité, mais qui bénéficie du food stamp, peut faire une prise en charge et une invitation à quelqu'un en dehors des États-Unis? Là, maintenant, avant, ça se passait sans problème. Mais aujourd'hui, avec les dernières mesures que l'administration Trump vient de prendre, ça sera difficile. Ça sera difficile. Et ils commencent à poser beaucoup de questions. Ils vont bientôt sortir des nouveaux formulaires dans lesquels on pose des questions précises si vous recevez de food stamp, si vous recevez une assistance sociale de l'État. Et ça sera difficile pour une telle personne de faire une prise en charge. Une invitation, comme je l'ai dit, on ne demande pas de revenus, vous pouvez la faire. Ouais. Mais faire une prise en charge, vous ne saurez pas. Oui. Faire une prise en charge, vous ne le saurez pas. Bon, allons maintenant du cas de l'invité. Est-ce que dire seulement que je vais rentrer garantit vraiment l'officier qui l'interviewe? Non, 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 non. Il faut des documents. Vous devez... vous savez comment ça se passe lorsqu'on fait une demande? L'officier, vous recevez une note comme quoi vous avez rendez-vous et puis on vous demande d'apporter tous les documents, les documents que vous pensez pourront convaincre, les évidences qui pourront convaincre l'officier que vous allez rentrer. Vous allez d'abord pour un but précis, pour une raison précise aux États-Unis et que vous allez rentrer chez vous. À vous de voir dans votre cas particulier qu'est-ce qui peut convaincre l'officier à l'interview.
Bon, nous avons tout à l'heure parlé de la lettre d'invitation. La lettre d'invitation, elle est suffisante pour signifier la raison pour laquelle vous vous rendez aux États-Unis. On a parlé d'une invitation à assister à une cérémonie de graduation de fin d'études ou une cérémonie de mariage. Ça suffit. Une autre invitation qui précise cela, c'est bon. Mais maintenant, il faut d'autres documents qui vont démontrer à l'officier que vous allez rentrer chez vous. La simple déclaration, non, il ne va pas vous croire, il ne va pas. Puis n'essayez même pas. Ça, c'est pour recevoir un rejet absolu et direct. Ce que vous pouvez présenter, ça dépend de votre cas. Si par exemple vous travaillez et que vous avez un bon boulot, bah, amenez les documents de travail hein, qui démontrent que vous travaillez depuis autant d'années et que vous avez un bon boulot, vous avez un très bon salaire. Amenez les documents le bank statement. Ce sont des documents qui peuvent prouver. Si vous, par exemple, vous avez un business qui fonctionne et qui marche bien dans votre pays, amenez tous ces documents. Parlez-en à l'officier. Il m'arrive de faire ce que nous appelons le coaching. Comment amener quelqu'un à bien répondre aux questions de l'officier à l'interview. Mais il faut seulement bien expliquer votre cas. Souvent, la plupart des gens qui échouent, qui, malgré un bon dossier, leur demande de visa est refusée, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les questions que l'officier pose et ils répondent très mal. Souvent, c'est la panique. Hein. Nos frères en Afrique paniquent beaucoup devant un officier américain. Alors, c'est la panique, ils ne répondent pas très bien aux questions, alors que ce sont des questions simples. On vous demande tout simplement de prouver que vous allez rentrer. Bon, si vous avez un bon boulot, c'est vrai que le dossier doit être bon au départ. Vous avez un bon boulot. Vous devez expliquer comment est-ce que votre boulot est important. Si vous avez une famille, que votre épouse est encore au pays, est au pays et vous avez des enfants, vous allez expliquer à l'officier comment est-ce que votre famille est importante pour vous et qu'il n'est pas question que vous alliez aux États-Unis et que vous abandonniez vos enfants, votre famille, que vous abandonniez votre travail, que vous abandonniez votre business. À vous de démontrer que vous avez plus d'intérêt chez vous. C'est ça que nous appelons des attaches. Vous avez plus des attaches, des liens dans votre pays qu'aux États-Unis et qu'il n'y a aucune raison pour que vous abandonniez ces attaches pour aller à l'aventure aux États-Unis. Et vous allez convaincre l'officier, vous allez recevoir votre visa. Répondez très bien et clairement. Il faut être clairement et précis. Vous démontrez que la personne va revenir. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu à faire il y a quelques années parce que ça me revient toujours lorsque je parle de ce sujet. J'ai amené une dame, j'étais à Kinshasa, j'ai amené une dame à l'ambassade et la personne, c'était une dame qui était mariée et la dame m'a fait une demande de visa. À l'interview, l'officier a demandé à la dame, mais qu'est-ce qui prouve que vous allez revenir? Mais j'avais bien coaché la dame. La dame a répondu simplement, attends, mais j'ai mon mari ici qui est encore au pays. Et c'est un mari de plus de 50 ans. Je ne veux pas abandonner mon mari de 50 ans pour aller vivre aux États-Unis. Qu'est-ce que je vais faire de ce mari ici? Il a 50 ans, il est là et je ne vais pas l'abandonner. L'officier, et puis il a ajouté, mon mari m'a même fait une lettre d'autorisation maritale. À l'époque, ça existait au Congo, ça n'existe plus. Mais il y avait avant qu'une dame voyage, à l'époque, il fallait une autorisation de son mari. Ouais. La lettre a été préparée et la dame a montré la lettre à l'officier. L'officier a même refusé de lire. Elle a dit, non, non, ça va, maman, je vous comprends. Enfin, je dis maman, c'est plutôt madame, je vous comprends. Et on lui a donné le visa. Hein. Oui, maître, avant, dernière question sur ces points. Je crois que nos amis sont en train de comprendre quand est-ce qu'il faut inviter, quand est-ce qu'il ne faut pas inviter, quand est-ce qu'il faut se préparer. Pas seulement qu'on vous a donné l'invitation, on vous a envoyé l'invitation, mais il vous revient aussi de faire beaucoup pour utiliser cette invitation et bénéficier. Mais là, une autre question, parce que vous parliez de preuves et des moyens. Quel risque un invité qui présente des relevés bancaires artificiellement gonflés ou un faux parrainage financier juste pour l'entretien?
Bon, le risque, c'est le refus. Non seulement le refus à cette occasion-là, mais malheureusement, si vous êtes attrapé, euh, il est démontré que vous avez fait une fraude vis-à-vis des autorités américaines, votre nom est enregistré, c'est fini. Vous n'aurez plus jamais, sous cette identité-là, un visa pour les États-Unis. Même si c'est dans une procédure tout à fait légale, réunification familiale, mariage, non. Il vous ramène toujours, toujours à toute application, à tout document, à toute information que vous avez donnée. Merci pour la question, Papa Jules. Ça, c'est un sujet aussi que je voulais aborder avec notre audience. Faites attention, faites attention. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toutefois que vous dealez avec les autorités américaines, lorsque vous remplissez un document, un formulaire, avec n'importe quelle agence fédérale, vous donnez des informations, vous parlez de vous, toutes ces informations doivent concorder. Lorsqu'ils font leur background check, ils vérifient partout votre nom apparaît, que ce soit aux affaires étrangères, au moment où vous avez fait votre demande de visa, que ce soit ici aux États-Unis, avec les services d'immigration, avec n'importe quelle agence fédérale, même l'État, lorsque vous faites, pour ceux qui font des demandes de food stamp, vous donnez des informations. Ils vont comparer toutes ces informations. Si jamais il y a des contradictions, vous êtes cuit. Ils vont se servir de ces contradictions pour aller jusqu'à vous enlever la citoyenneté. Ils interdisent la fraude vis-à-vis des autorités fédérales. Donc pour eux, vous ne devez pas mentir aux autorités fédérales. Et si vous devez mentir, please, mentez très bien. Il faudra vous souvenir de vos mensonges. Donc il faut bien mentir, parce que toute information que vous donnez, si par exemple, j'ai plusieurs cas des dossiers qui malheureusement ne peuvent pas avancer parce que à l'époque, lorsque la personne est encore en Afrique, la personne a gagné ce que vous appelez le DV, a donné des informations, et arrivé ici aux États-Unis, plusieurs années après, on dit autre chose. Par exemple, vous déclarez que votre parent s'appelle, là je dois inventer un nom, mettons, allez, Michel Kamba. Dites papa s'appelle Michel Kamba. Papa, et puis, arrivé aux États-Unis, vous faites votre demande de visa, de green card, et vous vous souvenez que, bon, papa ne s'appelait pas Michel Kamba, c'était plutôt Michel, Zonga. Ils vont vous demander de prouver comment le Michel Kamba est devenu Michel Zonga. Ils vont vous demander. Et ça sera difficile à prouver. Donc, ces genres d'erreurs, par exemple, vous assurent que vous ne saurez plus faire une pétition pour ce parent. Puisque vous vous êtes trompé de nom, ou vous avez menti, ou vous vous êtes trompé. Ça peut arriver que c'est une erreur où vous vous êtes trompé. Mais c'est foutu. Le jour où vous allez faire une pétition, ils vont relever que non, voilà, vous faites une pétition aujourd'hui pour Michel Zonga, mais lorsque vous avez fait la demande de DV, vous aviez rempli que votre père s'appelait Michel Kamba. Comment ça se fait-il qu'il est passé de Michel Kamba à Michel Zonga? Ils vont vous demander de prouver par un changement de nom officiel, là, comment est-ce que la personne est passée de Michel Kamba à Michel Zonga. Ce qui est difficile à prouver. Et là, maintenant, vous êtes cuit, vous ne savez pas faire une pétition pour ce parent. Le parent ne peut pas venir, puisque vous vous êtes trompé. Donc faites attention lorsque vous remplissez les documents. Alors, une de mes recommandations très très fortes, là, lorsque vous remplissez des documents, soit aux affaires étrangères, soit lorsque vous dealez avec les services d'immigration, faites toujours garder des copies. Gardez des copies. Puisque la mémoire, il ne faut pas lui faire confiance. Mais les copies, vous pouvez faire confiance. Vous avez des copies, vous pouvez toujours, lorsque vous avez des nouvelles applications à faire, vous pouvez toujours revoir
les copies que vous avez eu ou les documents que vous avez eu à envoyer avant, et vous maintenez les mêmes informations. Là, au moins, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas et que toute information que vous donnez, que vous remettez ou que vous envoyez, concorde. Donc, il n'y a pas de contradiction. Si vous ne savez pas le faire, faites confiance à un avocat, allez chez l'avocat parce que nous gardons tout. Nous ne nous trompons pas. Donc, allez voir un avocat. Oui, vous voyez que tout tourne autour de l'avocat parce que l'avocat, c'est la personne qualifiée. L'avocat, il a un bureau. Et toi, tu n'as pas de bureau. Aujourd'hui, tu es dans cet appartement. Demain, quand il faut quitter, les papiers, ce sont des vieux papiers que j'avais utilisés. Tu jettes tout. Tu n'as même plus de référence. La valise qui servait de bibliothèque, tu as jeté. Non, ça, c'est une valise que j'avais ramenée de l'Afrique. Suivez. Mais l'avocat va prendre ton dossier, il va garder. Voilà pourquoi nous venons toujours vous dire qu'il faut avoir un avocat. Ce n'est pas pour vous intimider ou pour vous demander de l'argent, mais pour vous aider à voir. C'est juste un moment et après ce moment, vous serez libre. Maître, nous allons passer encore au troisième point. Mais avant ça, soufflons un peu avec notre pub. Suivez l'émission La Boussole du Migrant. C'est chaque vendredi en direct sur la chaîne L'Œil des enseignants. Et la rediffusion le samedi à 10h de Dallas. Courage à tous. Salut les frères, pour de bons conseils, suivez l'émission La Boussole du Migrant. C'est chaque vendredi en direct sur la chaîne L'Œil des enseignants. Et la rediffusion le samedi à 10h de Dallas. Courage à tous. Salut les frères, pour de bons conseils. Voilà. Nous passons maintenant au point sur le voyage. Maître, il s'est posé un problème. Je suis à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Je vois comment les gens, les policiers d'immigration arrêtent. Je vois comment les gens, et quand ils vous arrêtent, c'est sans pitié et personne n'intervient si ce n'est pas être escorté jusque dans leur camionnette. Maintenant, la question est venue. Pourquoi est-il risqué de voyager avec un passeport étranger à l'intérieur des États-Unis quand on a un statut incertain? Papa Jules, ce n'est pas un risque. Je conseille, ne le faites plus, ne voyagez pas. Tant que vous êtes dans une situation, si vous n'avez pas votre green card et vous n'êtes pas citoyen américain, en attendant que vous arrangez votre dossier, ne fréquentez plus les aéroports. On arrête. Si l'audience peut se souvenir, la semaine passée, j'ai parlé de ça, j'ai fait ma recommandation. Mais vous savez quoi? Ce mardi, il y a 3 jours, j'ai reçu un coup de fil. J'étais même en dehors du Texas. J'ai reçu un coup de fil. Des frères à nous ont un jeune frère étudiant qui devait voyager de Houston à Atlanta. Arrivé à l'aéroport, cet étudiant a présenté son passeport congolais. Malheureusement pour lui, au moment où je parle, ce jeune étudiant de 23 ans est arrêté. Il était étudiant, il avait un ID. Il a oublié. Il a présenté son passeport. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les aéroports lorsque vous présentez votre passeport étranger? Automatiquement, ils vont vérifier si vous avez un statut légal. Ils ne sont pas autorisés à faire ça. Ce n'est pas le boulot de TSA. Mais vous devez le savoir, TSA et ICE sont en train de collaborer. Ils collaborent à deux niveaux. Le premier niveau, d'abord, concerne toutes les personnes qui ont des ordres de déportation. Leurs noms ont été communiqués à TSA. Ça signifie que lorsqu'ils se présentent à l'aéroport, on va comparer, ça se fait en un clin d'œil, hein? On va vérifier s'ils ne sont pas parmi les personnes recherchées. Automatiquement, s'ils sont recherchés, si leur nom figure dans la liste de personnes qui ont déjà un ordre de déportation dans tous les États-Unis, hein, ne fréquentez plus les aéroports. Hein. Je préviens, parce que c'est sérieux. Ils seront arrêtés. Deuxième niveau, pour ceux qui n'ont pas d'ordre de déportation, mais qui ont des demandes de green card,
ou ça peut être aussi des demandes d'asile. Le cas du jeune homme, il était étudiant, mais il avait fait une demande d'asile. Ça signifie quoi? Que lorsque vous faites une demande, en principe, vous n'êtes pas illégal. Vous attendez d'arranger votre dossier, de devenir légal. Your case is pending, comme on dit. Une demande d'asile, ce n'est pas un statut. Vous faites la demande, vous attendez qu'on vous réponde. Mais entre-temps, vous avez fait la demande, vous attendez, mais quel est votre statut? Ces personnes-là, en principe, avant, je pouvais répondre, je pouvais leur conseiller de voyager. Il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient voyager parce qu'ils avaient leur ID. Mais aujourd'hui, même à ces personnes-là, je ne conseille pas de voyager. Parce qu'il suffit qu'on vérifie. Même si vous avez un dossier pending, ils vont vous arrêter. Ils vont vous arrêter. Donc, le jeune homme qui était étudiant, il avait fait une demande d'asile. Non, il était demandeur d'asile. Il s'est présenté à l'aéroport de Houston. Et au lieu de présenter son ID, il a présenté son passeport. Oh, c'est un passeport qui est déjà périmé. C'est fini. Son statut d'étudiant était déjà foutu. Et ICE a été appelé, il a été embarqué. Et pour son malheur, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il a un cas de demande d'asile affirmatif. J'ai eu à expliquer la différence entre une demande d'asile affirmative. C'est lui qui est entré avec un visa normal. Voilà, le jeune homme. J'apprends aussi ici pendant ces émissions. D'accord. Alors, le jeune homme avait fait une demande d'asile affirmative, parce qu'il avait au départ un statut d'étudiant, il avait un visa F1. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ICE a fait? Alors que c'est illégal, ils n'ont pas le droit de le faire. Lorsqu'ils l'ont arrêté, donc, automatiquement, on l'a envoyé devant un juge. Il va se présenter ici à la fin de ce mois d'août devant un juge. Malheureusement. Oui, maître, j'ai une question. Oui. Hormis tout ce qui en voyant tout ce qui se passe ici, si aujourd'hui vous dites que nous ne pouvons pas aller dans des aéroports comme n'ayant pas des documents, n'étant pas de résidents ici, et si aujourd'hui je décide de rentrer chez moi, je ne peux pas aller par l'aéroport? Ok. Si vous décidez de rentrer, vous avez le droit de rentrer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez un passeport qui n'est pas expiré, comme on dit, expiré, qui est valide, vous pouvez voyager. C'est lorsque vous avez un passeport qui n'est pas valide et automatiquement l'agent de TSC va vérifier et va appeler ICE. Donc, parce que ICE n'est pas loin, ils sont à côté. Ils sont à côté de TSC. Ils ont ouvert de bureaux à côté. Donc, ils attendent tous les passagers, malheureusement. Ils veulent arrêter. Ils ont un quota à remplir, hein? Vous devez le savoir. Ils doivent arrêter 3000 personnes tous les jours. Oui, maître, je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai dit ceci, je suis fatigué. Je ne sais pas trouver du travail. Je ne sais pas sortir. Je ne sais pas voyager. Je me décide, malgré mon passeport expiré, j'ai dit, je vais rentrer chez moi. Est-ce qu'ils ne vont pas me laisser partir chez moi parce qu'ils doivent, pardon, ils ont un quota à avoir, à remplir? Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe maintenant. Ils vont vous arrêter parce qu'ils vont vous accuser d'avoir violé les lois américaines. Rien que le simple fait d'être encore aux États-Unis et de ne pas être sous statut, c'est une violation de la loi d'immigration. Ils vont vous arrêter pour ça. Ah. Voilà. Bon, maître, on continue encore. Alors, s'il vous plaît, comment le TSC et les IC travaillent? Vous avez une idée? Parce qu'on ne sait pas qui est IC. On voit TSC parfois. Dans des aéroports, ils ne portent pas vraiment les gilets pare-balles. Ils se présentent parfois comme des personnes normales, pardon. Et d'emblée, comment ils travaillent? Est-ce qu'ils sont à côté là ou ils sont quelque part? Non, lorsque vous vous présentez à l'aéroport, vous rencontrez d'abord les agents de TSA qui est là pour vérification d'identité, tout ça. Mais eux travaillent en collaboration avec ICE. ICE ont leurs propres uniformes. Hein.
C'est vrai, la couleur est un peu... Mais vous pouvez faire la distinction. Les TSA, vous verrez très bien les lettres TSA. Et pour ICE, les agents de ICE, bon, ceux qui sont pour la plupart de ceux qui sont à l'aéroport, ils sont en bleu, mais vous verrez aussi les logos, les signes de services d'immigration. Alors, ils travaillent, eux, ils ne sont pas, vous ne les voyez pas lorsque vous vous présentez devant un agent. Mais lorsque vous présentez votre identité, c'est automatique. Vous savez que tout est computerisé maintenant. Qu'est-ce qui se passe si vous présentez votre identité? Ils doivent appuyer quelque part. Un agent de ICE qui est dans un bureau verra un appel hein, en ligne, hein, comme quoi il y a un cas à tel checkpoint où ils vont venir. L'agent n'a pas besoin de se déplacer. Ça se fait automatiquement. Hein. Il va vous regarder, il vous pose, mettez-vous là, il prend votre photo. Maintenant, entre-temps, il a déjà appuyé quelque part. Hein? Il a déjà appuyé, ça se fait automatiquement. Et lorsque vous dépassez, quelques secondes après, vous verrez des agents de ICE venir. Hein? Ils auraient été alertés par un computer, électroniquement. Oui, nous allons terminer, maître. Peut-être c'est la dernière question pour la journée d'aujourd'hui. Je vous en prie, mais papa. Si je viens d'arriver, demandeur affirmatif, comme vous les appelez, et on me donne le work permit, on m'autorise de travailler aux États-Unis, on m'autorise d'aller faire de driver license et qu'on sort tout. Est-ce qu'avec ces documents-là, je ne sais pas voyager à l'intérieur des États-Unis, même si mon passeport est valide pendant ce moment? Voici ce qui se passe. Avant Trump, vous pouviez voyager, les gens ont toujours voyagé. Puisque vous avez un ID, c'est vrai que vous n'avez pas, lorsque vous êtes demandeur d'asile, vous n'avez pas un statut légal. Demandeur d'asile n'est pas un statut. Être porteur d'un permis de travail, ce n'est pas un statut. C'est ça le malheur de plusieurs Africains qui n'ont pas compris, qui ont bâclé leur demande d'asile, tout simplement parce qu'ils s'étaient précipités à obtenir le permis de travail. Je le comprends, il y avait le besoin financier, ils voulaient obtenir le permis de travail le plus tôt possible, mais par malheur, ils ont bâclé, ils ont très mal rempli leur application, le I-589. Aujourd'hui, comme on l'a abordé la semaine passée, vous savez qu'une application qui a été mal remplie, automatiquement, on vous envoie il n'y aura pas d'interview, hein, on vous envoie devant le juge. Et j'ai conseillé, j'ai recommandé la semaine passée, pour ceux qui m'ont suivi, j'espère que vous m'avez bien suivi, vous devez absolument, n'attendez pas, vous devez absolument amender, corriger votre application originale. Vous devez. Ceux qui ne me croient pas, ceux qui attendent, ne soyez pas surpris que vous recevez une demande de présentation, vous devez vous représenter, vous devez aller voir le juge automatiquement. Et une fois que vous allez là-bas, vous savez, les derniers chiffres l'affirment, obtenir le statut de demande de bénéficiaire d'asile aujourd'hui, en ce moment, c'est 7% de chance. 7. Il y a quelques années, c'était 50%, 40%. Aujourd'hui, hein, nous sommes le 7 août 2026. Obtenir, par l'asile, ce n'est plus 40%, c'est 7%, moins de 10%. Moins de 10%. Alors vous comprenez que vous ne devez plus courir des risques. Oui, alors, maître, excusez maître, une question, chers amis, excusez-moi. Oui. Vous dites qu'il faut corriger. De l'autre côté, ils disent qu'ils ne vont plus envoyer les RFA demandes d'évidence. Est-ce que si vous envoyez des corrections là, ils vont-ils accepter ou ça sera automatiquement un moyen de se dénoncer? Non. Il faut envoyer maintenant, n'attendez pas. Lorsque vous envoyez à la bonne porte, ils vont mettre ça dans votre dossier. Au moins, vous envoyez quelque chose. Absolument. C'est ce que j'ai conseillé la semaine passée. Vous devez envoyer, n'attendez pas. Parce que vous n'aurez plus de RFI. Envoyez aujourd'hui. Pour ceux, si vous avez des copies, réalisez vos copies. Si vous constatez que vous aviez mal rempli ou vous n'avez pas donné les détails pour les demandeurs d'asile, si vous n'avez pas donné les détails
expliquant pourquoi est-ce que et comment est-ce que vous avez été persécuté dans votre pays. Corrigez-les aujourd'hui, demain, envoyez. Vous n'attendez pas. Et pour bien le faire, je vous conseille de le faire avec un avocat. Trouvez les avocats, ils vont vous aider à corriger. Nous le faisons à tout moment. Faites-le. Je ne pense pas que vous puissiez le faire seul. Trouvez les avocats, ils vont vous aider à bien corriger. Oui, la dernière question, parce que vous parlez des avocats, il y a parmi nous des gens qui ont des problèmes. Les avocats, depuis l'administration Trump, hésitent de nous recevoir. Que devons-nous faire? Parfois, on vous envoie un message comme ça, vous l'appelez, il ne veut pas vous recevoir, il veut seulement que vous parliez au téléphone. Qu'est-ce que nous devons faire? Devrons-nous changer un avocat ou devrons-nous toujours continuer à suivre ceux avec qui on avait des contrats? Bon, ça dépend des avocats. Je ne vais pas prendre la défense de tous les avocats, mais je sais que je n'ai qu'à me mirer moi-même. Nous sommes très très occupés. Vous comprendrez que nous sommes busy, comme on dit. Et personnellement, par exemple, je cherche à régler, à répondre aux préoccupations de mes clients au téléphone. Parce que prendre rendez-vous, venir au bureau, ça va prendre du temps pour moi et pour vous, et le temps que je peux consacrer à d'autres dossiers. Et si, par exemple, je peux facilement répondre à votre préoccupation en 5 ou 10 minutes de conversation au téléphone, je préfère le faire. C'est pour ça que je préfère les conversations téléphoniques. Comme ça, je n'ai pas bon, pas perdre, à passer le temps, puisque le temps est important. Comme on dit, time is of essence for us. Donc, je préfère répondre à vos préoccupations au téléphone. Si j'analyse votre dossier et j'estime qu'il faut absolument que nous puissions avoir une séance de travail tête à tête, nous allons prendre rendez-vous. Et si vous avez, là je parlais de mon cas, mais si vous avez un avocat qui refuse de vous recevoir, il faut d'abord être régulier avec l'avocat parce que la majorité des cas, je sais, les clients ne payent pas les avocats. Si vous ne payez pas un avocat et que vous lui devez de l'argent, n'espérez pas de lui qu'il va passer son temps avec vous, hein, puisqu'il va préférer travailler avec ceux qui le payent, parce que c'est de ça qu'il vit et de son temps, c'est de l'argent. Mais si vous êtes régulier avec votre avocat et que vous ne lui devez pas de l'argent, vous êtes en cours de paiement sans problème et que vous avez besoin de lui et qu'il refuse de vous recevoir, peut-être qu'il serait temps de trouver un autre avocat. Mais dans les cas où on a déjà tout payé et que l'avocat, parce qu'il a peur d'aborder les dossiers, ne veut plus vous recevoir, qu'est-ce qu'on fait? On peut l'accuser? Est-ce qu'un réfugié peut accuser un avocat ici? Oui, papa, vous pouvez être sans papier illégal, mais lorsque vous signez un contrat avec un avocat et que cet avocat ne respecte pas le contrat, nous avons notre association. Hein. Au Texas, ici, il y a le barreau. Hein. Vous avez le droit. Et je conseillerais de le faire. Non, de ce côté-là, en tant qu'avocat, nous avons des obligations vis-à-vis de nos clients. Lorsque nous signons un contrat et que le client respecte sa part de contrat, c'est-à-dire paye les fees sans problème, c'est à nous, l'avocat ou les avocats, à respecter notre part aussi. Alors, si un avocat ne respecte pas, vous êtes en droit, et je vous conseille, je vous recommande même de le faire, si vous vous trouvez dans tel cas. Allez, il y a les barreaux, c'est facile. Si vous êtes au Texas, il y a les sites du barreau, hein, et il y a des indications très bien comment est-ce que vous pouvez porter plainte contre un avocat. Faites-le. Si vous vous trouvez dans une telle situation, je vous conseille de le faire. Personnellement, j'évite de me retrouver dans une telle situation. Je réponds toujours à mes appels, aux appels de mes clients. S'il m'arrive de ne pas répondre ou directement, en général, je ne dépasse pas 24 heures avant de répondre. Je le fais. Je respecte mes clients. Merci, maître. Le plaisir a été pour nous et pour nos abonnés de vous recevoir au niveau du cathédrale de Dallas. Un dernier mot, si vous voulez encore un conseil à nos téléspectateurs, comme ça, on peut vous laisser partir pour aujourd'hui. Mon grand conseil pour la journée d'aujourd'hui,
revoyez toutes les applications que vous avez faites avec les services d'immigration. Surtout pour ceux qui sont demandeurs d'asile, parce que je sais comment est-ce que ça va se passer. Et, je vais à la cour régulièrement, je vois comment ça se passe, comment est-ce que les pauvres demandeurs d'asile sont refusés et reçoivent les ordres de déportation. Il faut éviter cela. Vous avez encore l'opportunité aujourd'hui, ceux qui ont fait des demandes d'asile affirmatives, corrigez vos applications. N'attendez pas, parce que j'ai reçu plusieurs coups de fil depuis la dernière émission. Et j'explique. Je sens une sorte de lenteur parmi nos amis, des personnes qui ne sont pas mes clients. Mes clients, je les ai assez motivés et je m'occupe moi-même de leur dossier, donc il n'y a pas de problème. Mais je parle de ceux qui ne sont pas mes clients, mais qui m'appellent, qui ont suivi notre émission, qui m'appellent pour avoir des explications. Je le répète, vous avez fait une demande d'asile il y a plusieurs années, vous n'avez pas donné de détails. Aujourd'hui n'est plus le moment d'attendre. Travaillez là-dessus et s'il faut 4 ou 5 jours avec l'aide d'un avocat, je préfère et je conseille fortement de le faire avec un avocat, mais revoyez votre copie et corrigez parce qu'ils sont sérieux, ces ennemis de l'immigration. Ce sont des ennemis, ils ne veulent pas de l'immigration, ils sont très sérieux, il faut les prendre au sérieux. Ne prenez, please, ne prenez pas ça pour à la légère, hein. Vous serez malheureusement surpris. Et je connais quelques cas qui sont déjà surpris par les mesures de Trump. Et il n'y a rien à faire, malheureusement. Une fois que vous vous trouvez dans une telle position où il n'y a plus rien à faire, malheureusement, un avocat, à un moment donné, ne sait rien faire parce que votre dossier est envoyé devant un juge, votre dossier a été mal rempli et il n'y a pas de miracle à faire. Vous aurez un ordre de déportation et vous serez obligé de quitter. Si vous arrêtez, ils vont vous embarquer, ils ne vont plus vous libérer. Hein. Ils vont vous embarquer. Et il y en a qui sont déjà déportés. Vous devez connaître des dizaines, si pas des centaines de gens qui ont été déportés depuis que Trump est ici. Hein. Personnellement, j'en connais. Merci beaucoup, maître. Encore une fois de plus, chers amis de l'aide des enseignants, merci de nous avoir suivis. Votre attention nous encourage. Vos commentaires nous encouragent aussi. Mais n'oubliez pas, si c'est votre première fois, de suivre cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager pour aider un homme, pour aider une femme qui a encore des problèmes d'immigration ici aux États-Unis. Nous vous disons merci et nous vous fixons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Merci beaucoup et au revoir. Merci.